Tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 23e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons à un angle grand public et hélas couramment dans l'actu, les redressements et les liquidations judiciaires. C'est une branche du droit du commerce, du droit commercial. Leur raison d'être, les impératifs à respecter, les échéances. On voit tout cela avec nos deux invités. Charline Olivier, bonjour. Bonjour. Avocate au barreau d'Épinal, le cabinet Jurde et Olivier, avec votre consoeur qui s'appelle Manon Jurde. Manon Jurde. Et les cités Olivier Cousin, bonjour. Bonjour. Le cabinet Synergie, avec d'autres avocats, on va les citer aussi, pourquoi pas? Oui, mes associés, Olivier Merlin, Pierre-André Babel. Et voilà, le cabinet Synergie à Épinal aussi. Merci à tous les deux d'être présents pour nous parler donc de cet angle d'attaque du droit commercial. J'ai dit en introduction angle grand public. Quand on parle d'actu économique, effectivement, on entend souvent parler de redressement et de liquidation. Tout ça est très protocolisé. Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et puis surtout d'alerter les chefs d'entreprise, les artisans, parce que tout le monde est concerné sur des volets de prévention en matière de justice et de droit commercial. Charline Olivier, Olivier Cousin, quelques chiffres déjà avant de commencer notre discussion. Les chiffres de 2025 donnés par le tribunal de commerce donc, lors de son audience solennelle, là c'était en janvier. L'année dernière, il y a eu 315 procédures collectives qui ont été ouvertes et qui ont abouti, c'est en chiffres, soit à 78 redressements judiciaires et à 224 liquidation judiciaire. On va se détailler tout cela dans quelques instants, la différence. Et en termes d'emploi, 616 emplois étaient concernés donc par des procédures judiciaires l'année dernière. Sur ces 616, l'action judiciaire a permis d'en sauvegarder 390, donc grosso modo une bonne moitié. Olivier Cousin, juste votre réaction à chaud sur ces quelques chiffres. Grosso modo, 400 emplois sauvegardés sur 600 concernés par des procédures de sauvegarde. C'est à prendre avec les pincettes parce qu'il faut voir sur du long terme, bien sûr. Et bien sûr, les chiffres que vous nous donnez, qui sont exacts, bien entendu, sont les chiffres sur les emplois qui sont concernés à l'issue des décisions du tribunal. Mais ce type de procédure peut s'étaler dans le temps, peut s'étaler sur la durée. Jusqu'à 10 ans, c'est ça ? Absolument. Ouais. Lorsque l'entreprise bénéficie d'un plan de continuation au terme de laquelle elle va rembourser ses créanciers, la plupart de ces plans sont sur une durée de 10 années, avec en général des annuités croissantes. L'entreprise va par exemple rembourser 5% de son passif la première année, 7% la troisième année, peut-être parfois jusque 15 ou 20% sur les dernières annuités. Donc forcément, si la conjoncture ou le développement de l'activité n'est pas au rendez-vous, ça peut être vite pénalisant. Allez, autre mot tout rapide, global, forcément les années tout de suite post-Covid ont été plutôt porteuse en termes d'activité des entreprises, ou tout du moins en termes de pérennité. Voilà, là, ça y est, ça commence à avoir ses limites. Les prêts garantis par l'État arrivent à échéance, donc certaines entreprises rentrent de nouveau dans le dur. Absolument, on a eu vraiment un écroulement du nombre de procédures collectives, redressement ou liquidation. Et ça, c'était tant mieux. Ça, c'était absolument tant mieux pour tout le monde. À l'issue du Covid, donc sur 2021, les chiffres s'étaient littéralement effondrés. Ouais. Et puis, ils sont repartis à la hausse, avec vraiment un pic en 2024. Et puis en 2025, on est revenu à un nombre de procédures un petit peu inférieur. Comme vous l'avez dit, Ludovic, il y a les prêts garantis par l'État à rembourser, et donc c'est une charge pour les entreprises. Et puis aussi, il y a un certain nombre de créanciers institutionnels qui avaient un petit peu mis la pédale douce sur les procédures qui leur permettent de faire déclencher le redressement ou la liquidation judiciaire d'une entreprise. Et cette pédale douce, n'a duré qu'un temps. Et ces créanciers sont de nouveau repartis devant le tribunal, ce qui est normal, ce qui est leur rôle. C'est ce qui est la vie économique d'une entreprise. Allez, fermons la parenthèse pour ces quelques généralités. On va expliciter pas mal de choses dans cette émission. Charline Olivier, dans l'introduction, là, dans le tableau, c'était l'occasion d'une question de Michel d'Épinal qui nous demande, internaute ou téléspectateur, en matière de droit commercial, pourquoi parle-t-on de procédure collective ? Pourquoi le mot collectif ? Collective, effectivement. On parle de procédure collective
Parce que la situation de l'entreprise en difficulté ne concerne pas seulement un créancier, mais tous ses créanciers. Et en fait, le but dans la procédure collective, ça va être de traiter toutes les créances, toutes les dettes de l'entreprise dans une même et seule procédure. Okay. Et donc, en fait, les créanciers ne pourront plus poursuivre individuellement le débiteur. Ça sera traité dans le cadre d'une seule procédure. Donc, on parle de procédure collective, puisque tous les créanciers en fait, sont concernés par cette procédure. Ils devront déclarer leurs créances au mandataire liquidateur qui sera désigné par le tribunal. Et à partir de ce moment-là, le mandataire liquidateur va effectivement organiser le paiement des dettes et traiter égalitairement les créanciers pour qu'il n'y ait pas effectivement un créancier qui soit lésé par rapport à un autre. Avant d'en arriver là, il faut justement qu'il y ait une procédure qui soit ouverte. Une question de Farid de Remiremont. Qui peut ouvrir une procédure auprès du tribunal de commerce ? Qui lance, qui initie, Charline Olivier, une procédure auprès du tribunal de commerce ? Alors, préalablement, effectivement, c'est le dirigeant qui va pouvoir saisir le tribunal de commerce et c'est le tribunal par la suite qui va voir s'il ouvre une procédure à l'égard du dirigeant. Ensuite, nous avons les créanciers, puisqu'un créancier peut assigner son débiteur devant le tribunal, donc demander le paiement de sa dette dans le cadre... Il y a par exemple un terme qu'on connaît aussi, enfin, grand public, les injonctions de payer. Ça peut être le début d'une procédure ou d'une mise en garde ? Alors, les injonctions de payer, c'est qu'effectivement, quand le débiteur ne paye pas la dette, c'est un préalable. Par contre, pour demander l'ouverture d'une procédure collective, c'est une assignation, une procédure bien spécifique que le créancier va mettre en œuvre effectivement pour demander le remboursement de sa dette. Et comme le débiteur potentiellement ne peut pas rembourser, on va demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ok, Olivier Cousin, est-ce que le tribunal lui-même, le parquet, le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d'Épinal, ne peut-il pas lui aussi enclencher une procédure judiciaire en matière de commerce, donc dans un premier temps peut-être un redressement, et derrière peut-être une liquidation, mais déjà un redressement? Bien sûr, il en a juridiquement la faculté. Ouais. Ça se fait dans les cela se fait. Alors numériquement, ça ne sont pas les procédures les plus nombreuses, mais cela peut arriver. Le procureur est averti, le procureur est saisi, par exemple, par des salariés de l'entreprise qui ne sont pas payés, et il a la possibilité juridiquement de saisir le tribunal aux fins d'ouverture de la procédure. Et ensuite, le tribunal examine naturellement la situation de l'entreprise et s'il y a lieu ou non à l'ouverture d'une procédure, et dans l'affirmative, quelle procédure? Redressement, si un espoir est permis concernant l'entreprise, ou éventuellement sa cession, ou liquidation, si aucun espoir n'est plus permis concernant l'entreprise. Olivier Cousin, vous avez parlé des salariés. Véronique de Taon-les-Vosges nous a posé cette question. Cette question au regard des alertes, justement. Quel rôle, quelles obligations, quelles responsabilités les experts comptables ou commissaires aux comptes, selon les structures juridiques des entités administratives, commerciales, quel rôle ont-ils dans la défaillance d'une entreprise? Est-ce qu'ils en ont un? Est-ce qu'ils ont une responsabilité? Est-ce qu'ils peuvent être poursuivis s'ils n'ont pas alerté qui est de droit au bon moment? Alors, les experts comptables et les commissaires aux comptes n'ont pas tout à fait le même rôle. Le rôle de l'expert comptable va être plutôt d'établir les comptes de l'entreprise et de l'accompagner au jour le jour, au fil de l'eau. Et dans ce cadre-là, l'expert comptable, sa responsabilité va être d'alerter le dirigeant de l'entreprise lorsque les comptes de l'entreprise ont tendance à plonger dans le rouge, lorsque manifestement le cycle d'exploitation de l'entreprise ne permet pas de faire face aux charges courantes de l'entreprise. Donc le rôle de l'expert comptable va être d'inciter, si d'aventure la situation de l'entreprise le nécessite, d'inciter le dirigeant à aller trouver le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure qui de redressement, qui de liquidation judiciaire. Après, au chef d'entreprise d'écouter, de suivre ce conseil ou pas? Ou pas, absolument. Alors en ce qui concerne le commissaire aux comptes, sa mission est différente. Sa mission est plus une mission de certification des comptes. Donc dans notre hypothèse, il vérifie que l'expert comptable a effectivement établi des comptes qui sont réguliers et sincères, mais la différence majeure, c'est que le commissaire aux comptes a un devoir d'alerte. Il doit alerter le président du tribunal de commerce en déclenchant une procédure qu'on appelle la procédure d'alerte, avec, je n'entre pas dans les détails, mais différents degrés d'intensité. Voilà. Et à n'en pas douter, un commissaire aux comptes qui ne respecterait pas son obligation de déclencher la procédure d'alerte serait susceptible d'engager sa responsabilité, voire d'être poursuivi.
Ok, on y voit un petit peu plus clair. Charline Olivier, une question de Pascal de Remiremont. La conciliation permet d'éviter l'ouverture d'une procédure. Comment en bénéficier et y a-t-il des critères rédhibitoires ? Oui, alors, Avant une véritable procédure judiciaire, il y a cette possibilité de conciliation amiable. tout à fait. Cette conciliation, c'est une procédure amiable qui a pour but de trouver un accord amiable avec les créanciers afin d'éviter un redressement ou une liquidation judiciaire. C'est une procédure qui est confidentielle, donc c'est très important. Et pour pouvoir bénéficier de cette procédure, il faut saisir le président du tribunal de commerce. Donc soit par requête, soit par un courrier simple. Et donc le président va désigner un conciliateur qui va avoir effectivement pour mission de négocier avec les créanciers et d'obtenir par exemple des délais de paiement, des remises de dettes, un rééchelonnement des paiements, dans le but effectivement de sauver la société. Alors il y a une condition principale, c'est qu'il ne faut pas être en cessation des paiements ou depuis moins de 45 jours. Donc si la cessation des paiements est supérieure à 45 jours, le dirigeant ne pourra pas bénéficier de cette conciliation, puisque le but, c'est que la situation ne soit pas irrémédiablement compromise et qu'on puisse en fait sauver la société. Il y a aussi une autre procédure qui s'appelle le mandat ad hoc, qui permet aussi, c'est une procédure amiable qui permet aussi de trouver des solutions pour redresser la société. Olivier Cousin, on insiste sur ces 45 jours parce que c'est vraiment un délai, 1 mois et demi, c'est vraiment un délai à avoir en tête. Si on est chef d'entreprise ou si on a quelqu'un dans notre entourage qui est chef d'entreprise, attention, ces 45 jours, c'est très important. Oui, absolument, puisque les textes font l'obligation impérative au chef d'entreprise, à partir du moment où il a constaté que son entreprise est à cessation de paiement. Je crois qu'on reviendra un peu tout à l'heure sur la notion de cessation de paiement. On va le dire tout de suite, comme ça on va bien faire le distinguo entre cessation de paiement et dépôt de bilan, effectivement. Alors, la cessation de paiement, c'est un état financier. Ouais. C'est relativement simple à expliquer. C'est lorsque votre actif disponible, l'actif disponible de l'entreprise, très simplement, c'est ce qu'elle a sur son compte en banque, voilà sa trésorerie, absolument. Donc, quand cet actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. Le passif exigible, ce sont toutes les factures, ce sont toutes les cotisations, ce sont tous les dus en matière de TVA, par exemple, qui sont exigibles, c'est-à-dire à la date à laquelle on se place, cette somme-là est due. Cette somme-là ne fait pas, par exemple, l'objet d'un échelonnement, d'un moratoire. Donc le chef d'entreprise, lorsqu'il confronte ces deux masses, actifs disponibles et passifs exigibles, s'il constate que l'actif disponible est inférieur au passif exigible, dans les 45 jours, il doit déclarer la cessation de paiement, à peine de risquer, de la part du tribunal, une sanction personnelle. Alors, il y a diverses sanctions personnelles qui sont possibles à l'encontre du dirigeant qui aurait omis, sciemment ou non d'ailleurs, de déclarer la cessation de paiement dans ce délai de 45 jours. Donc, Olivier comme vous Cousin, le disiez, Ludovic, ce délai de 45 jours est vraiment un délai à retenir pour les... Au regard de votre expérience, vous l'estimez comment, ce délai ? 1 mois et demi ? C'est court, c'est suffisant, c'est largement insuffisant ? Alors, ce n'est pas forcément à l'avocat de critiquer une règle. L'avocat, il doit peut-être la connaître, vous en avez la règle, un regard. Et parfois, essayer de l'expliquer, parce que toutes les règles ont une raison d'être. Je pense que cette règle de 45 jours, elle vise à permettre véritablement aux dirigeants de faire l'état de la situation, afin de ne pas aller trop rapidement voir le tribunal pour lui demander d'ouvrir la procédure, qui de redressement, qui de liquidation judiciaire, mais afin aussi de l'inciter à ne pas trop tarder à partir du moment où ce constat est fait pour aller trouver le tribunal et lui demander d'ouvrir la procédure. Parce que en la matière, nous avons rencontré le président du tribunal de commerce d'Épinal. On l'a vu tout à l'heure en image, Jean-François Barnet. Voilà, monsieur Barnet. D'une imprimerie. Le point sur lequel le président insiste, c'est sur le fait que les entreprises viennent en général beaucoup trop tard trouver le tribunal pour ouvrir la procédure. Et dans bien des cas, eh bien, la situation de l'entreprise est tellement dégradée, est tellement obérée, que le tribunal n'a d'autre choix que de prononcer directement la liquidation judiciaire de l'entreprise. Donc, ce sur quoi insiste le président, c'est sur la prévention. Donc,
Charline Olivier l'a dit il y a un instant, il y a des procédures amiables, la conciliation, le mandat ad hoc. Donc le message qui peut être donné à vos téléspectateurs chefs d'entreprise, c'est de ne pas attendre et surtout d'aller trouver le tribunal aux fins, lorsque la situation le justifie naturellement, d'ouverture d'une procédure amiable avant d'ouvrir le redressement ou avant d'ouvrir la liquidation judiciaire. Alors, ça, c'est vraiment le message que nous devons passer. Prévention, anticipation. Message largement relayé aussi par effectivement le président du tribunal de commerce, Jean-François Barnet. Et il s'est engagé pour ce nouveau mandat, pour à minima cette nouvelle année, effectivement, à intensifier d'une part les sanctions envers les dirigeants indélicats, voire malveillants, mais aussi intensifier la communication auprès de ce tissu économique. Charline Olivier, vous avez le sentiment effectivement qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup de chefs d'entreprise ne sont pas suffisamment informés, voire formés à toutes ces réglementations administratives, à tous ces impératifs en cas de difficulté? Effectivement, lorsqu'on crée une société, avant il existait un stage de gestion qui n'existe plus. Et qui pourtant permettrait effectivement... Qui était obligatoire, non ? Qui était obligatoire, okay. Et qui permettrait effectivement aux créateurs de sociétés, d'entreprises, de pouvoir avoir un premier aperçu de ce qu'est une gestion de société et de pouvoir anticiper en cas de difficulté, de savoir comment faire effectivement pour anticiper en cas de difficulté et ne pas attendre d'être complètement dans le rouge. Et bien sûr, il ne faut pas avoir honte de dire qu'il y a des difficultés et aller trouver les personnes qui pourraient aider à redresser la société. On a parlé de liquidation, de redressement, de liquidation si le redressement n'est pas possible. Tout cela obéit à des échéances. C'est d'ailleurs une question de Gaël, de non-Patlise. Quelles sont les échéances successives, Charline Cousin, on reste avec vous, quelles sont les échéances successives dans le cadre donc, d'une ouverture de procédure judiciaire auprès du tribunal de commerce? Alors effectivement, donc, il y a la première... potentiellement la première étape qui est donc saisir le tribunal pour une procédure amiable. Et ensuite, par contre, si effectivement la cessation des paiements est irrémédiable, il n'y a pas possibilité de trouver un accord, et donc de déclarer dans les 45 jours son état de cessation des paiements, donc demander l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal va alors choisir soit de prononcer un redressement, si la société peut effectivement être sauvée et faire face à ses dettes. Si le tribunal estime qu'il y a possibilité de sauver et de faire en sorte que la société survive, soit directement en liquidation quand la situation est irrémédiablement Les échéances, compromise. Quelles sont-elles ? On parle souvent de 6 mois. Effectivement, alors c'est dans le cadre d'un redressement. Tous les 6 mois. Dans le cadre d'un redressement judiciaire, on a une première période d'observation de 6 mois qui peut être renouvelée 2 fois. Donc une fois 6 mois sur décision du président et le procureur de la République peut demander une nouvelle prolongation de 6 mois. Donc en tout, ça nous fait une période d'observation de 18 mois maximum. D'accord. Et donc effectivement, le tribunal va vérifier que la société ne crée pas de nouvelles dettes, peut faire face aux dettes antérieures et poursuivre son activité. Donc 1 an et demi pendant lesquels les créances, les dettes sont gelées. Effectivement. Et ça, pour tout le monde, Olivier Cousin, pour tous les créanciers, vous avez parlé, bon évidemment, il y a les fournisseurs, ceux qui proposent, enfin ceux qui participent bien sûr à l'activité matérielle d'une entreprise, par exemple, qui fabrique quelque chose, qui vend les pièces, etc., à qui l'entreprise achète les pièces. Mais il y a aussi les institutionnels, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pense par exemple à l'URSSAF. Absolument. À partir du moment où la procédure de redressement judiciaire est ouverte, s'applique ce qu'on appelle un principe de suspension des poursuites. C'est-à-dire que tous les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, eh bien, ils ne peuvent plus agir. Le passif de l'entreprise est gelé et aucune action individuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de procédure collective quand on parle de redressement et de liquidation. Ça concerne l'action les créanciers. individuelle des créanciers n'est plus possible. Alors pendant effectivement 6, 12 et 18 mois. Mais ça, ce sont les délais du texte. Mais la petite précision que je souhaite apporter, c'est qu'à partir du moment où la procédure est ouverte, le tribunal a l'entreprise dans son faisceau de surveillance. C'est-à-dire que si en cours de procédure, une fois le redressement ouvert, le tribunal est avisé de ce que l'entreprise fait des dettes nouvelles,
de ce que le chef d'entreprise ne souhaite plus continuer l'activité, parce que c'est le chef d'entreprise qui reste à la direction de son entreprise. Et les difficultés d'entreprise sont souvent aussi, sur le plan personnel, pour le dirigeant, un moment très très difficile. Donc à partir du moment où le chef d'entreprise ne souhaite plus continuer, ou bien à partir du moment où le tribunal est avisé de ce que des dettes nouvelles après l'ouverture du redressement judiciaire, sont créées par l'entreprise, eh bien, le tribunal convoque à nouveau l'entreprise, fait un nouveau point de la situation et, le cas échéant, lorsqu'il a ouvert un redressement judiciaire, va convertir prématurément, avant ces 6 mois, avant ces 12 mois, avant ces 18 mois, la procédure en liquidation judiciaire. Le but est que l'entreprise cesse, lorsqu'elle n'est pas profitable, de créer des dettes nouvelles au préjudice de l'ensemble des créanciers. Olivier Cousin, qu'est-ce qui se passe quand une liquidation a été prononcée ? Alors, lorsque la liquidation est prononcée, la première chose visible, c'est l'arrêt de l'activité. Puisque, à compter du jugement de liquidation, l'entreprise doit arrêter son activité, sauf si une poursuite d'activité, mais pour une durée très brève, est accordée par le tribunal. Okay. Par exemple, on a un chantier à terminer, on a une machine à terminer, et on va pouvoir escompter le paiement de cette machine. Voilà. Okay. Mais en principe, l'activité s'arrête. Les salariés sont licenciés par le liquidateur. Et puis le liquidateur, sa mission, ça va être d'essayer de réaliser les actifs qu'il peut réaliser. Donc en pratique, s'il y a des créances qui sont impayées, eh bien, il va essayer de les récupérer. Et puis lorsqu'il aura réalisé tout l'actif dont l'entreprise disposait, eh bien, il va essayer de payer le passif en tout ou partie. Avec le décodeur, réaliser l'actif, ça veut dire ? Vendre tout simplement ce que l'entreprise a ou bien obtenir le paiement des sommes qui sont dues à l'entreprise. Tout bien, merci beaucoup. Dernière précision, ça peut être très traumatisant, bien sûr, pour un chef d'entreprise d'être confronté à un redressement, voire, dans le pire des cas, à une liquidation. Quelque chose qui n'est pas du tout connu, Charline Olivier, il y a moyen, il y a une association qui accompagne, qui soutient les chefs d'entreprise bienveillants, bien sûr, qui ont failli, entre guillemets. Oui, c'est l'association APESA, effectivement, qui intervient auprès des dirigeants. C'est un soutien psychologique, moral, en fait. Ce sont des anciens chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise, et effectivement, qui connaissent les difficultés de ces situations financières complexes et qui vont soutenir, qui vont venir aider moralement le dirigeant, puisque effectivement, quand on a des difficultés financières, souvent ça retentit aussi sur la vie personnelle. Et donc, ils sont là pour accompagner. Il ne faut pas hésiter à les contacter. C'est leur travail, effectivement, de venir en soutien. Et comme je le redis, il ne faut pas avoir honte, en fait, parce que ça peut arriver à tout le monde. L'information, la déclaration et donc, le cas échéant, l'accompagnement d'un avocat, vous n'allez pas dire le contraire, bien sûr, pour faire face à ces épreuves et assurer peut-être la pérennité effectivement d'une entreprise ou même d'une TPE ou même de son activité si on est indépendant et tout seul. D'ailleurs, Olivier Cousin, je me permets, vous avez un petit pins, le pins de l'U2P, car vous êtes le président de l'U2P Vosges. L'U2P en 2 mots ? L'U2P, c'est l'Union des entreprises de proximité. C'est donc une organisation patronale qui fédère les PME, les TPE, les indépendants. Voilà, on représente à peu près 3,5 millions d'entreprises en France. Les entreprises qui relèvent de l'U2P forment un apprenti sur 2. Voilà, on n'est peut-être pas suffisamment assez connus. Et je vous remercie, Ludovic, de me laisser la parole pour le compte de l'U2P. Mais voilà, donc nous sommes une organisation qui défend et qui représente les intérêts des TPE, des PME, de votre entreprise de proximité, de votre commerçant de proximité. Et bien voilà, ce n'était pas prévu, mais ça a été l'occasion. Et puis ça a eu surtout que forcément, en tant que président de l'U2P, quand vous parlez d'actifs, de passifs, et de la vie et des tracas d'une entreprise, vous savez de quoi vous parlez. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Merci. Et à très vite, peut-être au tribunal de commerce avec je ne sais quel client accompagné. On sera là. Pour le sauver, bien sûr. C'est l'idée. Allez, merci, à tout vite. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.